Bonjour à tous les amis, vous êtes sur le projet dirigeable de nouvelle génération et nous lançons une petite nouvelle rubrique, une série de podcasts avec les membres de l'équipe du projet. Aujourd'hui, nous accueillons Shamil Arslanov, il est l'un des plus jeunes membres du projet. Bonjour Shamil, merci d'avoir accepté de venir participer. Peux-tu nous parler un peu de toi? Quel âge as-tu? Où étudies-tu en ce moment? Car je sais que tu es étudiant et nous raconter un peu comment tu as rejoint le projet. Bonjour, j'ai 19 ans, j'étudie actuellement à la filiale aérospatiale, qui est une antenne du MI. Je suis arrivé dans le projet tout à fait par hasard. Au tout début du projet, à dire lors de l'installation dans les bureaux, c'était vers la fin septembre ou début octobre de l'année dernière. Donc, à ce moment-là, j'avais beaucoup de temps libre après les cours et mon père m'emmenait souvent ici, à son bureau, pour passer du temps avec lui. Les anciens propriétaires du bureau venaient juste de partir et nous étions en train de l'aménager. Ma première tâche a été d'assembler les chaises dans notre bureau et c'est ainsi que petit à petit, J'apportais mon aide pour le déménagement et l'installation. oui, par pur ennui, j'aidais à assembler les chaises. Ensuite, il y a eu la toute première grande réunion importante où Vadim Vassilievitch a longuement discuté du concept du dirigeable le Nova 2. Au début, je ne comprenais rien du tout, aucun terme, aucune composante des dirigeables. Et c'est ainsi que s'est passée ma première rencontre avec Aeronova. Comment cela s'est-il passé? On a commencé à te confier des tâches petit à petit, ou comment ça s'est déroulé? Eh bien, il fallait réaliser une maquette, celle de la Nova 1 que nous avons sur l'aérodrome, et il y avait des éléments à fabriquer. La première chose qu'on m'a donnée, c'était l'empennage. Enfin, pas à moi personnellement, mais au service de production. Et pour modéliser cela, sans créer une équipe supplémentaire, on m'a simplement confié la tâche pour l'instant, afin de trouver les personnes appropriées. Il savait que tu étais dans ce domaine? Oui, avant ça, je maîtrisais déjà les programmes de CAO. J'ai travaillé dans une entreprise et on nous enseignait ça à l'école. Et donc, quand j'ai réalisé les premiers stabilisateurs, ils étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Progressivement, les tâches se sont multipliées, de nouveaux éléments s'ajoutaient. À un certain moment, j'ai fait mes preuves puisque je me suis intégré dans l'équipe. C'est probablement resté comme cela parce qu'on me confiait une tâche spécifique, je pouvais la résoudre aisément et la tâche diminuait progressivement, donc cela restait ainsi. Je suis vraiment sincèrement étonné car malgré ton jeune âge, tu assumes déjà un éventail assez large de tâches liées au développement des dirigeables. Et pas seulement pour notre prototype Nova 1. Je sais que tu participes au développement de la Nova 2, de la Nova 8 et de la Nova 35. C'est une expérience géniale pour ton âge et c'est super que tu sois ici à absorber tout le processus, ça plaît. Oui, ça me plaît. Il y a beaucoup de spécialistes ici au bureau qui sont heureux de montrer, d'enseigner, d'expliquer. De partager. Comment trouves-tu l'ambiance ici en général? L'ambiance est très conviviale. Pour moi, le facteur clé ici, c'est que personne ne garde ses connaissances pour lui. Je considère que c'est un facteur très important, car si tu te trouves dans une entreprise où tout le monde cache ses informations, Ou alors ils sont trop paresseux pour les partager parce qu'ils pensent que c'est une question stupide et cela leur semble banal. mais ici, l'ambiance est vraiment très conviviale, particulièrement ouverte, et le savoir est entièrement et pleinement accessible à tous. Oui. Et j'en ai même fait l'expérience moi-même, car en arrivant ici, je ne comprenais pas grand-chose au dirigeable. Et lorsque je m'intéresse et que je pose des questions, même si elles sont banales ou stupides, je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui me regarde avec mépris. Ou qu'il ait jugé la question stupide ou déplacée, j'ai toujours obtenu des réponses et c'est génial. Même dans notre réseau, nous avons un réseau d'entreprises où se trouvent différents fichiers, et dès la création de l'entreprise, des manuels d'aérostation avec toutes les formules y ont été immédiatement mis en ligne. C'est à dire que c'est une information assez précieuse, et certains l'auraient gardée secrète, mais ici, tout a été partagé ouvertement dès le début. Et ce sont des développements privés de quelqu'un qui ont été partagés. Il a des manuels, des développements privés.
des essais en soufflerie de différentes enveloppes. Beaucoup de connaissances ont été partagées immédiatement, sans restriction. Pour que tout le monde puisse assimiler, étudier, apprendre, tu étudies en quatrième année. Dis-moi, arrives-tu à concilier études et travail? Te reste-t-il temps pour ta vie personnelle, pour loisirs? Parce que je sais que nous quittons souvent le bureau à 20, fin 21 et parfois même plus tard. Globalement, cela nuit-il pas à tes études ou à ta vie personnelle? Eh bien, les études permettent de beaucoup travailler. Et un formulaire à remplir permet à la fois de travailler et d'étudier. En ce qui concerne la vie personnelle, tout va bien. C'est que il y a des tâches apparaissent et nécessitent de rester plus tard pour les résoudre. On ne peut pas laisser le travail reposer sur une seule personne. Même dans ces moments, il faut rester plus longtemps pour régler le problème. J'aimerais en fait approfondir un peu le sujet et ce que tu discutes des dirigeables avec quelqu'un en général. Non. Non, tu n'en parles pas. Comme dit, j'en parle avec mes proches. Comment réagissent-ils? Rien de spécial. Un dirigeable, Non, ils réagissent positivement. positivement, leurs impressions. Je rencontre deux types de personnes. Certains disent que c'est vieux, oublié, inefficace, inutilisable. Pour d'autres, c'est de la science-fiction, quelque chose qui n'existera que dans un avenir lointain. À quoi suis-je confronté? Oui, Les gens pensent, à tort, que c'est un mode de transport totalement interdit, que sa production et sa conception ont été complètement bannies, comme le Zeppelin dont tout le monde se souvient encore très bien et très clairement. Aujourd'hui, un énorme dirigeable fonctionne, transporte des touristes. Mais là, je parle précisément de cet accident. Après cela, je pense qu'on ne devrait pas arrêter toute une industrie à cause d'un seul accident grave. oui, je pense que, il y a de nombreux facteurs qui ont joué un rôle dans la disparition des dirigeables. Il existe des théories du complot, aussi des raisons objectives, le fait demeure. Les dirigeables appartiennent au passé, et je pense que, il serait stupide de nier le fait qu'aujourd'hui ils peuvent accomplir un certain nombre de tâches qu'aucun autre moyen de transport ne peut réaliser. Eh bien, oui, c'est vrai. Euh, Ce sont justement plusieurs facteurs survenus à cette époque qui ont joué un rôle. C'était au profit des avions, notre développement a suivi cette voie. À l'époque, c'était la guerre, et l'industrie en général était coûteuse. Le hélium n'était produit qu'en laboratoire, donc tout le monde volait à l'hydrogène. Et cet accident est survenu après 70 vols de ce dirigeable. C'est, à dire avant, il volait parfaitement, remplit ses fonctions et n'avait suscité critique. Oui, donc les gens se souviennent surtout de cet accident. Quand tu leur dis que la majorité des personnes ont survécu, ils sont surpris parce que c'est pas mentionné. C'est pour cela que certaines théories conspirationnistes sont apparues sur Internet à propos de la raison de leur disparition, mais en réalité la raison est toute simple, il était simplement rempli d'hydrogène, voilà tout. Mais comme cela a été présenté de cette façon, c'était un événement aussi marquant que effrayant. Tout a été largement médiatisé, du coup les gens ont gardé l'idée que c'est dangereux et effrayant, qu'il vaut mieux s'en tenir éloigné. Mais notre objectif maintenant est de changer cela. Et nous avançons dans cette direction avec des dirigeables de nouvelle génération, entièrement basés sur de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et un gaz sûr. Cela nous permet aujourd'hui de faire un bond colossal dans le développement de l'industrie. Actuellement, nous sommes véritablement en dehors de toute concurrence directe avec d'autres secteurs d'activité, car il faut un travail considérable et un effort substantiel pour intégrer pleinement cet environnement complexe dans la société moderne. Mais si nous l'alimentons constamment par nos succès continus et nos réalisations significatives, nous obtiendrons alors un retour absolument phénoménal et des bénéfices considérables. C'est une toute nouvelle industrie qui pourra donner naissance à d'autres entreprises et directions prometteuses. Et il suffit simplement de les faire s'élever dans le ciel et ils se présenteront et se vendront d'eux-mêmes, on peut le dire ainsi, de manière tout à fait naturelle. Cependant, il reste un grand défi, bien informer le public, populariser ce sujet et démystifier les nombreux mythes qui l'entourent. Parce que, malgré les catastrophes et les problèmes du passé, les dirigeables peuvent être et sont sûrs, ils sont pas aussi lents qu'on le pense généralement. Ils sont capables de transporter de très lourdes charges. Les plus sûrs. En fait,
Les plus capables en termes de charge utile. Parmi les moyens de transport aérien, Oui, et ils peuvent rester en vol plus longtemps que tous les autres. c'est économique et écologique, On peut transporter du fret lourd avec de l'équipement spécialisé. avec les émissions de carbone les plus faibles. Oui, si l'on considère notre centrale électrique que nous développons, il n'en sort que de l'eau. C'est à dire que même la chaleur et les gaz d'échappement sont récupérés et passent dans l'enveloppe, qui s'autocompense. Sur le plan écologique, nous causons un minimum de dommages. Je ne sais même pas à quoi nous pourrions nous comparer. Moi non plus, je ne sais pas. Sur quel modèle de dirigeable c'est prévu? À partir du Nova 8, À partir du Nova 8, est-il déjà prévu d'installer des panneaux solaires? je ne peux pas encore parler des panneaux solaires, mais la centrale électrique de notre conception, répondant aux normes écologiques les plus strictes, est déjà prévue et les travaux sont en cours. De grande capacité. Tout est mis en œuvre pour que cela devienne réalité. C'est pourquoi je pense qu'il serait au minimum stupide de ne pas en profiter. Si de telles solutions existent et sont évidentes, il faut les mettre en œuvre. Nous le faisons. Oui, et personne ne nie que les dirigeables ont des inconvénients. Tous les moyens de transport en sont équipés, mais il existe des tâches bien spécifiques pour lesquelles ils sont parfaitement adaptés, et je pense qu'il faut absolument les utiliser dans ces cas-là. Pour que des appareils spécialisés accomplissent la tâche requise. Les dirigeables conviennent parfaitement à des missions que nous ne pouvons pas réaliser actuellement, dans les endroits isolés et difficiles d'accès. Oui, peux-tu préciser quelle mission il s'agit? Pour l'expliquer simplement, un dirigeable peut transporter une cargaison de très grande masse, et ce, sur de très longues distances, avec une grande efficacité. Il peut aussi transporter des objets de très grande taille, sans secousse ni basculement de la cargaison, sans vibration. Il la soulève et la déplace, avec un décollage et un atterrissage uniquement pour la cargaison. C'est très utile pour le transport de marchandises dangereuses. Par exemple, dans l'industrie spatiale, le transport ferroviaire est limité par la taille des fusées. Par leur dimension. Oui, par la taille. Bien qu'il serait plus productif de concevoir une fusée d'une autre forme. Autrement dit, cela ouvre un nouveau champ de travail. Le secteur de la construction spatiale lui-même est confronté à des problèmes logistiques complexes et significatifs, et c'est en partant des possibilités logistiques et des contraintes opérationnelles qu'on conçoit déjà les éléments essentiels des futurs lanceurs spatiaux. C'est comme ça. Le dirigeable ouvre de nouveaux domaines où nous pouvons nous développer. Comment vois-tu le secteur de la construction de dirigeables et l'entreprise Aeronova dans 5 à 10 ans? Les employés de notre entreprise ont été parmi les premiers à avoir ce court clip de présentation d'Aeronova. Dans la vidéo, on pouvait voir à quel point toutes les étapes étaient bien illustrées. Le bureau d'Aeronova, la production, le hangar. Je pense que c'est à cela que nous arriverons grâce aux données. Pour ceux qui l'ont vu, il s'agit d'une vidéo de présentation de l'entreprise Aeronova, montrant, illustrant et expliquant étape par étape comment l'entreprise se développait. Des petits prototypes d'une petite unité de production jusqu'à des usines colossales et d'immenses dirigeables, c'est vers cela que nous nous dirigeons. En général, 3 à 5 ans, ce sont les délais et les cadres pour le projet Nova 35. Oui, pour la sortie complète des dirigeables de type rigide. C'est le premier dirigeable de ce type. Il nous permettra, avec ce volume, de l'exploiter de manière productive à des fins commerciales. Et d'en fabriquer encore plus de dirigeables. C'est le plus petit modèle, parmi les dirigeables de type rigide qui existent actuellement. Il est à noter, pour le rappeler, que dans le cadre du projet de dirigeable de nouvelle génération doté d'un budget de 100 millions de dollars, le Nova 35 sera le plus grand dirigeable de type rigide. Mais si l'on considère cependant les plans ambitieux de l'entreprise avec une perspective d'expansion, il s'agira effectivement du plus petit dirigeable parmi tous ceux prévus à l'avenir en effet. Nous devons maintenant passer du Nova 1 au Nova 8. Ce type de dirigeable, un aéronef innovant et très performant, est déjà très demandé, aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger, et suscite un grand intérêt.
Et grâce à quoi? Peux-tu nous en dire un peu plus? Eh bien, avant tout, c'est la capacité de charge et la durée de vol. Ces deux facteurs sont extrêmement importants. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Quelle sera exactement sa capacité de charge utile? J'ai entendu dire que c'était autour de 3 à 4 tonnes, mais je peux tout à fait me tromper. Je peux absolument pas l'affirmer avec une certitude absolue. Encore une fois, tout dépend de son type et modèle. Le Nova 8 peut être classique ou hybride. Les modèles hybrides peuvent augmenter la capacité de charge grâce à d'autres caractéristiques aérodynamiques. C'est pourquoi un dirigeable de ce type pourra soulever de 2 à 4 tonnes. Cela le rend intéressant pour le marché du transport de marchandises. Oui, ce type de dirigeable a une très grande valeur intrinsèque. Il transporte sur de très longues distances sans endommager la cargaison, ce qui est un facteur absolument clé et essentiel. Sans avoir besoin d'une infrastructure coûteuse d'asphalte, de pistes d'atterrissage ou d'autres installations. Il suffit de 2 aires préparées. Un endroit d'où décoller et un autre où atterrir. C'est intéressant. En plus, le Nova 8 ouvre déjà certaines possibilités touristiques. Je pense aussi qu'il pourrait transporter jusqu'à 15-19 personnes. Oui, dans cette fourchette. Mais notre chemin vers le Nova 8 commence par la création du Nova 2, ce qui aidera à maîtriser les aspects de production. En effet, la transition du Nova 1 au Nova 2 est l'une des plus complexes et des plus délicates, car il faut réfléchir attentivement à la manière de disposer, de fabriquer avec précision et de transporter efficacement les grands éléments structurels des dirigeables, afin que nous n'ayons pas à louer de transport spécial pour les acheminer du site de production à l'atelier d'assemblage. Toute cette expérience nous permettra d'aborder le Nova 8 en étant bien préparé. Dans l'idéal, je vois la partie production et l'atelier d'assemblage réunis au même endroit, de préférence sur notre propre terrain, ce qui permettrait de décoller directement de là. C'est bien sûr l'idéal absolu que nous visons. C'est vers cela que nous tendons, mais les circonstances ne le permettent pas encore. Nous recrutons du personnel, augmentons nos surfaces de production et d'essai. De plus, quoi qu'on en dise, cela dépend aussi des capacités financières de l'entreprise. C'est tout un long chemin que nous devons parcourir. C'est pourquoi c'est une bonne chose que nous ayons choisi une approche progressive, en commençant par de petits dirigeables sur lesquels on peut tester des idées, des plans et des solutions en faisant des erreurs afin que les modèles plus grands soient plus économiques. Mais avant cela, est-ce que tu avais déjà entendu parler des dirigeables? Savais-tu qu'ils existaient? Non, les dirigeables n'étaient absolument pas dans mon champ d'attention. Je ne pensais qu'aux défauts techniques de ce type de transport, mais j'ai pas approfondi davantage. Alors, maintenant, après t'être plongé dans le projet et avoir discuté avec des experts, as-tu retenu quelque chose pour toi-même? Bien sûr, je pense que si nous nous orientons véritablement vers la construction de dirigeables modernes, c'est parce que cette technologie renaît partout dans le monde, car les besoins actuels et les avancées technologiques sont à un tout autre niveau significatif par rapport aux dirigeables du passé, qui étaient bien différents. Donc tu vois vraiment un avenir et tu veux clairement évoluer professionnellement dans cette direction? Oui, je pense que si c'est pas nous, quelqu'un d'autre le fera. Mais en ce moment, c'est nous qui faisons avancer ce domaine. Mais cela se fait déjà. En réalité, de nombreux pays, soudainement et massivement, je sais pas, c'est comme une sorte de conscience collective commence à se développer dans cette direction, et la Chine, l'Amérique, l'Allemagne s'y investissent déjà depuis un certain temps. Mais la question est que personne n'a encore obtenu de résultats vraiment impressionnants dans ce domaine à ce jour. Mais c'est très positif que cette tendance se développe, je ne vois pas cela comme une concurrence. Au contraire, formidable que dans différents pays, des personnes travaillent dans cette direction et qu'ensemble, grâce à nos efforts conjoints, nous ramènerons ce type de transport dans le ciel. Mais je suis convaincu que la Russie, et nous en particulier, avons de grandes perspectives et opportunités pour devenir l'un des leaders dans ce domaine, car nous avons d'excellents spécialistes. Nous avons en effet des spécialistes recherchés dans le monde entier, avec la base de connaissances qu'ils ont développées tout au long de leur vie dans ces entreprises. Oui, il se contentait pas de les concevoir sur des plans, il les lançait, construisait et mettait en service.
Chamil, supposons qu'on t'ait donné un dirigeable personnel, par exemple le Nova 8. À quelle fin l'utiliserais-tu? Où l'emploierais-tu? Quel business pourrais-tu en tirer? Ou comment l'utiliserais-tu en général? Peut-être que tu aménagerais un appartement et voyagerais. Mince, tu poses vraiment des questions là. Oui, c'est quelque chose de bien plus grand, c'est pas juste une simple maison sur roue, tu sais. C'est comme un yacht, un plaisir tellement coûteux, je pense, en termes d'entretien. C'est comme ces yachts autour du monde, ces voyages autour du monde, Je le veux comme ça pour moi. sur un dirigeable. Comment l'utiliserais-tu? Eh bien, si c'était mon propre dirigeable personnel et que j'avais absolument aucun besoin particulier, on pourrait vraiment en faire une maison sur roue, enfin une maison sans roue. Une maison sans roue en fait. Oui, une maison sans roue, l'aménager complètement et de manière très confortable. Et on pourrait faire un tour du monde entier à bord de son propre dirigeable, explorant ainsi de nouveaux horizons. L'âme aspire aussi au voyage. Mais si tu devais quand même choisir une thématique business, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? Le transport de marchandises, transporter des touristes, peut être la publicité, la surveillance. Où vois-tu le plus de perspectives précisément pour les affaires? Eh bien, si l'on parle d'idées commerciales à grande échelle, alors ce serait le transport de marchandises en flux, c'est cela, à mon avis, qui rapporterait le plus. Et pour une utilisation plus personnelle, s'il y avait un petit parc de dirigeables, je pense que cela améliorerait complètement la publicité. Comme on en a discuté, peut être qu'on pourrait même ajouter ces panneaux. Des LED, des éclairages, des projecteurs, par exemple. Et recouvrir entièrement le dirigeable avec pour qu'il survole les mégapoles et affiche différents divertissements. Oui, et en même temps, rien n'empêcherait d'avoir une nacelle en dessous avec des gens qui pourraient aussi profiter d'une balade. Il faut en arriver là et voir si c'est vraiment faisable ou non. Personnellement, je suis sûr et convaincu que c'est plus que réalisable. La seule question, c'est le temps et les efforts que il faudra y consacrer. Mais en regardant comment le projet évolue, il me semble que nous avançons d'un pas assez assuré. Eh bien, assuré. Puisque nous avons concrétisé le Nova 1 et que nous travaillons actuellement sur le Nova 2, en tenant compte des erreurs rencontrées sur l'aérodrome lors de la fabrication. Tout cela sera pris en compte et un dirigeable perfectionné sera fabriqué. Et ce qui est génial, cela peut fonctionner en mode autonome, sans pilote. C'est une direction complètement distincte, un appareil volant à part entière. Il a déjà en fait toute une série de tâches qu'il peut accomplir. Tout cela élargit le champ d'application du dirigeable. Chamil, merci d'avoir participé à ce podcast. Je pense que nous nous reverrons dans les prochains épisodes. Peut-être aborderons-nous un nouveau sujet dont nous pourrons discuter. Les amis, je vous dis également au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'explorer en détail le projet des dirigeables de nouvelle génération. Rejoignez-nous, suivez-nous et on se retrouve dans les prochains épisodes. À bientôt à tous.